Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Engie pour vous parler d'un projet pilote d'autoconsommation collective que Engie a décidé de mener, que Engie a décidé de lancer dans la commune de Lilieux, dans le département de la Vendée. Une première communauté productrice d'énergie en France à travers un quartier qui a été sélectionné, le quartier du Kerpisseau. 23 maisons individuelles situées dans ce quartier ont bénéficié au début du printemps 2020 de cette première expérimentation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous rencontrer, d'organiser ce webinaire pour vous préciser, pour vous présenter les détails de ce dispositif. Nous allons vous proposer le déroulé de ce webinaire avec en premier lieu Hervé Mathieu Ricourt qui nous rejoindra dans quelques instants pour partager la vision, la philosophie de ce projet, de cette expérimentation d'autoconsommation collective. Nous basculerons ensuite avec les parties prenantes de ce projet, à savoir monsieur le maire de Lilieux, monsieur Bruno Noury, accompagné de Jean-Bertrand Hardy, directeur de la stratégie et de l'innovation d'Engie. Et puis nous continuerons ce webinaire avec deux experts qui confronteront leur point de vue au sujet des enjeux de la filière de l'autoconsommation individuelle et bien sûr collective. J'invite bien sûr celles et ceux qui sont connectés à partager votre point de vue sur le chat. Le chat est libre et vous pourrez également, à chaque fin de conversation croisée, poser toutes vos questions. Nous consacrerons 5 à 10 minutes pour poser vos questions à ceux qui seront à nos côtés lors de ces conversations croisées. Pour commencer ce webinaire, il est 11h02. Nous sommes le vendredi 3 juillet. Nous allons retrouver Hervé Mathieu Ricourt, directeur général d'Engie France B2C, qui va apparaître sur l'écran de ce webinaire dans quelques instants pour échanger justement autour de ce dispositif. Bonjour Hervé Mathieu Ricourt. Bonjour Pierre, bonjour tous les auditeurs, bonjour Madines. C'est le fruit d'une aventure collective que vous allez nous présenter aujourd'hui avec le projet Harmonieux. La décentralisation de la production d'énergie est en marche avec la création de la communauté Harmonieux capable de produire et de partager de l'électricité. Engie s'est grandement investi dans ce projet. Je vous invite à nous en dire davantage, Hervé Mathieu. La décentralisation, exactement. Un des trois piliers du monde de l'énergie future. Et comme vous le savez, on en a déjà parlé sur Madines. Je tiens à nouveau à saluer d'ailleurs cette incroyable agilité dont vous faites preuve chez Madines dans cette sortie de crise sur la façon de s'adresser à tous vos auditeurs habituels. Et puis globalement, pour parler de ce sujet. Donc, on a 9 Français sur 10 qui disent il faut qu'on fasse quelque chose. Ça a été pour la planète. Ça a été renforcé par la crise qu'on a traversée, qui a encore rappelé qu'il fallait faire quelque chose. Et puis, on a 3 Français sur 10 seulement qui savent quoi faire. Alors, nous, chez Engie, on n'a pas attendu cette crise-là qu'on vient de traverser qui a ravivé ce désir de faire quelque chose pour la planète. On n'a pas attendu cette crise, c'est notre raison d'être. D'ailleurs, on l'a inscrit dans les statuts de l'entreprise. C'est notre raison d'être que de mettre en œuvre ce nouveau monde de l'énergie qui doit être, c'est l'attente des Français, mais c'est aussi notre conviction, plus frugal, on doit moins consommer, plus durable, on doit consommer plus vert, et puis plus local. Et c'est en ça que ce que nous faisons aujourd'hui sur Lilieux est particulièrement intéressant. Donc chez Engie, on a démarré ça il y a quelques années en lançant ce qu'on appelle l'électricité verte. Aujourd'hui, on a plus de 3 millions de clients en électricité plus verte. On est plus durable. On a démarré cette bascule vers un monde de l'énergie différent depuis des années encore en proposant à tous les clients, à tous les Français, des équipements beaucoup moins énergivores. On propose aux Français de basculer d'une vieille chaudière à une nouvelle chaudière. On propose de remplacer du chauffage au fioul par des pompes à chaleur. On propose des radiateurs intelligents. On propose des bornes de recharge électrique. On propose plein de choses. C'est le deuxième pilier de cette bascule vers un monde énergétique plus durable, plus frugal, plus local.
des équipements moins énergivores. On les installe, on les entretient, on les répare. Et puis un troisième pilier, et là on y est vraiment à l'île-Dieu d'une façon particulièrement innovante. Le troisième pilier, c'est que le système électrique, nous le pensons, va basculer d'un système totalement centralisé avec des très très grosses usines, hein, des centrales nucléaires là, qui produisent, pas que des centrales nucléaires, mais beaucoup, qui produisent puis qui diffusent par des réseaux. En gros, 100% de l'électricité est produite de façon centralisée. Ben, on va passer de ce monde vers un monde plus décentralisé. On ne dit pas que ça va être 100% décentralisé, non. Mais on pense qu'une partie de la production, de la gestion, de l'exploitation d'électricité va devenir locale. Notamment par un bien extraordinaire qu'on partage tous, le soleil. On pose nos clients, les Français, les pouvoirs publics, les entreprises peuvent poser des panneaux solaires sur leur toit, produire de l'électricité, la consommer pour soi-même ou la partager. Donc, produire de l'électricité pour la consommer pour soi-même, c'est ce qu'on fait déjà chez NJ B2C. On propose depuis 2017 une offre qui permet à partir de 7 000 € par mois, de produire pour soi-même de l'électricité verte, de la stocker s'il faut. Et puis là, avec les lieux, on franchit une nouvelle étape. On franchit une nouvelle étape sur laquelle on va largement revenir avec Monsieur le maire, avec Jean-Bertrand Hardy, qui s'est occupé de monter ce projet chez nous, NJ. Cette nouvelle étape, c'est de dire, non seulement on peut produire et consommer pour soi-même quand on est propriétaire d'une maison, mais on peut aussi, et la réglementation l'a ouvert depuis quelques années, depuis 2 ans, hein, on a ouvert la possibilité de produire pour soi-même et partager dans un rayon d'1 kilomètre avec ses voisins. C'est ce que nous faisons ici, à l'Île-Dieu. Alors justement, vous parliez des parties prenantes qui se sont grandement investies, à commencer par la mairie de l'Île-Dieu à travers Monsieur le maire, que nous allons recevoir dans quelques instants. Un dernier mot, parce qu'il y avait une présentation hier à la presse. Aujourd'hui, c'est une présentation plus large. Hervé Mathieu Ricourt. Pour nous, on est hyper fiers. Enfin, on est vraiment en train de démarrer l'innovation de ce qui nous semble être ce troisième pilier de l'évolution du secteur énergétique. Hein. Premier pilier, fournir de l'électricité durable, du gaz vert un jour. Deuxième pilier, proposer des équipements beaucoup moins énergivores, les installer, les entretenir, les maintenir, les dépanner quand c'est nécessaire. Et puis troisième pilier, mettre en œuvre un mode de production, de consommation et de gestion beaucoup plus local. Et ce mode de production, de consommation, de gestion beaucoup plus local en matière d'électricité, il passe par le solaire, pas seulement, il passe aussi par l'effacement, il passe par le partage avec des voisins. C'est ce que nous faisons à l'Île-Dieu. Avec Harmonieux, nous avons mis en place un système d'autoconsommation collective avec du partage particulièrement innovant et qui préfigure, qui est promis un grand avenir, qui préfigure tout ce que nous allons construire sur 10 ans en matière d'évolution du système électrique. Merci Hervé Mathieu Ricourt. On va poursuivre ce webinaire, je le disais précédemment, avec Monsieur le maire de l'Île-Dieu qui va nous rejoindre dans quelques instants, Monsieur Bruno Noury, accompagné de Jean-Bertrand Hardy, directeur stratégie innovation d'Engie, que nous recevons ici sur le webinaire. Est-ce qu'ils nous rejoignent? Ils vont dans quelques instants nous retrouver. Et puis, je vous invite bien sûr, pour celles et ceux qui ont des questions, à les poser dans l'onglet questions. Bonjour, Monsieur le maire de l'Île-Dieu, Monsieur Bruno Noury. Bonjour. Alors, vous êtes précurseur, je le disais, avec cette première communauté qui s'inscrit dans l'autoconsommation collective en France. Pour saisir l'intérêt du projet Harmonieux, je vous invite, s'il vous plaît, à nous présenter les enjeux liés à l'énergie pour votre commune. Autrement dit, quelles sont les raisons qui vous ont conduit à vous investir aux côtés de Engie pour la création de cette communauté d'énergie? Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, l'île-Dieu, comme son nom l'indique, c'est une île et sur une île, on a besoin d'avoir une certaine sobriété dans nos différentes consommations, que ce soit les consommations d'eau, sur la gestion des déchets, qui est plus complexe que sur le continent, mais aussi l'énergie, la gestion énergétique. Au-delà de ça, c'est aussi
une certaine image qu'on souhaite donner à l'île, peut-être sur les îles en général, où voilà, on est dans des environnements préservés et on a intérêt à maintenir cette préservation et à l'accompagner par cette sobriété dans nos consommations. Donc ça, c'est le premier point. Et puis sur les lieux, en fait, on souhaite être précurseur dans pas mal de domaines. Donc on s'est positionné en tant que territoire d'expérimentation. Et en cela, l'autoconsommation collective nous intéressait à plus d'un titre. Tout d'abord, comme je disais, sur cette sobriété, et puis aussi sur une certaine forme de solidarité, hein, parce que les uns produisent pour les autres au sein d'un même quartier, ça c'est intéressant, et surtout que sur les lieux, on souhaite aussi préserver notre habitat, notre architecture. Donc en fait, on ne peut pas vraiment mettre des panneaux solaires partout. Donc pourquoi il y en aurait pour les uns, pas pour les autres? Et là, avec ce système, ça permet de positionner les panneaux solaires de façon la moins impactante possible, mais que tout le monde en profite tout en préservant notre architecture. Donc, ce projet était intéressant pour nous. Et puis, sur cette solidarité entre les uns et les autres, la solidarité, elle a du sens sur l'île. Hein, les gens sont très solidaires. Et donc, là, c'est l'expression d'une solidarité énergétique et qui nous intéressait fortement. Alors, on reviendra dans les prochaines questions, notamment sur la mise en place et sur les difficultés que vous avez pu rencontrer concernant le développement, le déploiement de ce projet. Mais avant cela, j'ai une question pour Jean-Bertrand Hardy. Bonjour, vous êtes directeur de l'innovation chez Engie. L'insularité et la volonté d'innover ont été un paramètre de choix pour construire ce projet avec la commune de l'Île-Dieu. Je suppose que d'autres communes étaient également candidates. Pourquoi avez-vous choisi de lancer cette expérimentation à l'Île-Dieu? Bien, bonjour Pierre, bonjour à tous les auditeurs. L'insularité n'était pas une caractéristique que nous recherchions. Nous aurions pu faire cette expérimentation ailleurs en France. Ce que nous avons trouvé à l'Île-Dieu, c'est ce que vient de présenter Monsieur le maire, un esprit entrepreneur, une volonté, la volonté de la mairie, de sa mission de transition énergétique, la volonté des îlets d'agir pour la transition énergétique et d'expérimenter cette nouvelle forme de production locale, solidaire, consistant en le partage d'une production solaire. Ce qu'on a trouvé aussi sur l'île, c'est cette capacité à entreprendre, ce caractère pionnier. Et cette jonction des volontés nous a fait choisir effectivement l'Île-Dieu comme territoire d'expérimentation pour notre plus grand plaisir. Alors Jean, est-ce qu'il existe des prérequis pour installer des panneaux photovoltaïques, une localité géographique spécifique, la superficie d'un toit? Les immeubles, d'ailleurs, peuvent-ils être concernés par l'installation de panneaux photovoltaïques? Oui, on peut installer du panneau photovoltaïque sur des toits d'immeubles, on peut en installer sur des ombrières de parking, on peut en installer au sol. Pour ce qui nous concerne, sur les marchés des particuliers, on en installe beaucoup en toiture. Et en termes de prérequis, il s'agit d'avoir la superficie disponible. Si on veut avoir une production solaire significative, souvent ça se traduit par 15 à 20 mètres carrés de panneaux photovoltaïques que nous installons en toiture. Il faut que la toiture, elle soit bien orientée, le maximum possible au sud. Un deuxième prérequis. Il faut bien sûr qu'il n'y ait pas trop d'ombrage si on veut pouvoir récupérer le maximum de ce que nous apporte le soleil. Il faut aussi, et Monsieur le maire l'a rappelé, qu'elle s'inscrive pour répondre aux contraintes du plan local d'urbanisme. Donc, c'est ces différentes contraintes auxquelles il faut faire face de façon à pouvoir installer des panneaux photovoltaïques. Alors, Monsieur le maire, je suppose qu'un projet comme Harmonieux passe obligatoirement par l'implication forte de la mairie et de ses administrés. Comment la commune s'est-elle impliquée dans le projet d'autoconsommation collective? Mais nous, comme je disais, le projet nous avait du sens, faisait sens
sur l'île. Alors tout d'abord, qu'on a discuté avec Engie sur la possibilité de faire ce projet, nous comme on était très intéressés, il a fallu déjà déterminer le quartier qui était propice à cette expérimentation. Donc, à l'origine, on ne savait pas très bien si on pouvait inclure des entreprises ou pas. Donc, on s'est positionné près de la zone artisanale. Et surtout, dans le quartier, il y a aussi de l'habitat locatif social avec un bailleur social. Et on souhaitait aussi pouvoir impliquer les gens qui étaient dans ce locatif. Alors, c'était pas évident à mettre en place. Ça aurait été beaucoup plus simple de prendre que des propriétaires de maisons, mais finalement d'inclure aussi les gens dans du locatif, c'était intéressant. Et en cela, Vendée Habitat, qui est le bailleur social, accepté. Donc, on a choisi ce quartier de Kerpissotte. Et finalement, c'était, je pense, le bon quartier à prendre, même si ça s'imposait pas à nous dans un premier temps. Après, la commune, elle a surtout joué un rôle de facilitateur auprès des habitants. On a accompagné Engie dans les réunions publiques d'information. Et je pense que c'est rassurant aussi pour les gens, voilà, que le projet est cautionné par la collectivité. Si Engie était venu tout seul, expliquer aux gens, il y aurait pu avoir de la défiance. Là, comme c'était avec la collectivité, c'était plus simple. Et puis, nos équipes sont aussi allées sur le terrain, discuter avec les gens, etc., etc. Il y avait des questions d'urbanisme qu'on a évoquées sur le PLU, etc. Donc, voilà, on a mis de l'huile dans les rouages pour que le projet se passe dans de bonnes conditions. Et je pense que c'était important. C'était une des clés de la réussite du projet. Alors, je vous propose de rentrer dans le détail du projet harmonieux avec vous, Jean. 5 familles produisent de l'électricité pour 23 maisons individuelles. Cela concerne grosso modo une soixantaine de personnes. Parlez-nous en détail du dispositif qui permet au projet d'Harmonieux de produire au total 28% de la consommation totale d'énergie du quartier. Oui, effectivement, dans cette communauté composée de 23 familles du quartier de Kerpissotte, 5 d'entre elles ont été équipées de production photovoltaïque. On a installé l'équivalent de 24 kW crête, ce qui représente 64 panneaux pour un peu plus de 100 mètres carrés, environ 20 mètres carrés par maison. Cette production solaire, elle est ensuite partagée entre les différents membres de la communauté, entre les 23. Lorsqu'il y a plus de production solaire que de consommation par la communauté, le surplus est alors stocké dans une batterie que nous avons mis en place, une batterie de 15 kWh qui permet, c'est très approximatif, de stocker l'équivalent d'une heure de production des panneaux photovoltaïques. Et pour vous donner une image, une batterie de 15 kWh, c'est pas un monstre, c'est un objet d'1,80 m sur 60 cm de large et 20 cm de profondeur. Ça tient extrêmement facilement dans n'importe quel garage. Cette batterie donc est utilisée pour stocker le surplus de production solaire qui peut être consommé ultérieurement, par exemple le soir, quand il n'y a plus de soleil. S'il reste encore de la production solaire disponible, si la batterie elle-même est saturée, alors nous avons rendu intelligent des ballons d'eau chaude et le surplus de production solaire est alors utilisé pour chauffer l'eau des ballons d'eau chaude. Alors Jean, vous avez pour Engie développé un système intelligent pour mesurer grâce à de la donnée la production et la consommation de la communauté. Les membres ont accès à une application qui leur permet de connaître en temps réel leur consommation d'électricité. Oui, sur cette opération, et avec toute l'expertise de nos centres de recherche, nous avons développé un système de pilotage tout à fait innovant et qui rend cette communauté particulièrement performante. Il s'agit d'un pilotage dynamique. Comment cela fonctionne? Au départ, ça commence par l'acquisition de la donnée, bien entendu. On a mis en place des solutions des modules de comptage fournis par notre partenaire Tyco, des modules de comptage qui rapatrient la donnée de consommation des foyers, la donnée de production de la centrale des panneaux photovoltaïques
les données de la batterie et des ballons d'eau chaude. L'ensemble de ces données est envoyé au cerveau de l'opération, l'EMS, l'Energy Management System, qui va récupérer toutes ces données, les faire communiquer entre elles, et à partir de là, donner des ordres de façon intelligente, au pas de 5 minutes. Toutes les 5 minutes, un bilan est fait sur la production solaire disponible, la consommation réelle des foyers de la communauté, de façon à activer, désactiver la batterie ou les ballons d'eau chaude. L'ensemble de ces données est piloté donc de façon dynamique. Elles sont mises à disposition de la communauté qui chacun des membres peut, via une interface web accessible depuis son ordinateur ou depuis son smartphone, consulter les données de la production et de la consommation aux bornes de la communauté, mais aussi pour son propre foyer. Et donc, agir, le cas échéant, constatant qu'il y a la production solaire disponible, pouvoir mettre en route, pourquoi pas une machine qu'il avait prévu de lancer peut-être un peu après. Donc, toutes les familles ont accès à l'EMS. Hein. Il ne s'agit pas uniquement des familles qui produisent l'énergie par le biais des panneaux photovoltaïques. Toutes les familles de la communauté peuvent à tout moment accéder à ces informations. À tout moment, l'ensemble des familles peut accéder à toutes ces données. Alors, parlons, monsieur le maire, des difficultés qui peut-être ont été rencontrées par votre commune à l'encontre de ce quartier. Y a-t-il eu des difficultés, des réticences? Quand il s'agit parfois d'innover, on peut être face à des interrogations. Vous nous parliez tout à l'heure que la population avait accueilli favorablement le dispositif avec le concours d'une entreprise et d'un groupe comme Engie. Avez-vous eu, malgré tout, quand il s'agit notamment de parler de partage avec le voisinage, fait face à des interrogations? Oui, bien sûr. Sur les réunions d'information, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. Et je trouve que les échanges ont été assez riches en ce sens parce que, effectivement, comment ça va se passer concrètement. Et puis, il y avait la question des données. Oui, à qui va appartenir les données, etc. Donc, il y avait des questionnements, mais malgré tout, il y avait surtout une envie, un engouement. Donc, voilà, les choses ont pu se faire. Et finalement, on n'a pas eu tellement de blocage de ce côté-là. Les blocages étaient plus d'ordre administratif. On disait, on a un PLU assez contraint, donc il fallait composer avec. Mais aussi, la première des contraintes, elle a été d'ordre plus réglementaire finalement, parce que initialement, l'autoconsommation collective doit être derrière un transformateur. Or, un transformateur ne couvrait pas tout le village et trouvait à peu près 25 participants derrière un poste de transformateur, c'était un peu complexe. Donc, on avait besoin d'aller sur en fait trois transformateurs. Donc ça, il a fallu faire des demandes et puis surtout faire évoluer cette réglementation pour permettre cette opération. Donc ça a nécessité beaucoup d'énergie de la part de Engie, de notre part aussi, en sollicitant le ministère de l'Environnement. Finalement, il y a eu des dispositions législatives qui ont donné au gouvernement le pouvoir d'aller un peu plus loin. Et donc, il y a eu un décret qui a permis en fait de mener ces opérations d'autoconsommation collective, non pas derrière un seul transformateur, mais dans un rayon de 1 km. Donc, ça permettait le projet, même si 1 km, ça ne couvre pas toute l'île, ce qui serait notre ambition par la suite. Mais voilà, je trouve que le projet s'est plutôt bien déroulé.
On n'a pas eu d'obstacle majeur, vraiment. Ça a nécessité beaucoup d'accompagnement, comme je disais aussi, un peu de lobbying en termes réglementaires, mais on n'a pas eu vraiment d'obstacle majeur. Les questionnements des habitants étaient légitimes, donc ça a permis de beaucoup échanger. Et puis finalement, ça a fait aussi un peu évoluer le projet dans les discussions. Enfin, je veux dire, on a un peu avancé en marchant sur cette question-là. Et voilà, Engie était aussi très à l'écoute et a fait aussi un peu évoluer le projet. C'était une découverte pour tout le monde, que ce soit de la part d'Engie, de la part de la mairie, de la part des habitants. Et voilà, on a tous ramé dans le même sens. Alors, ma prochaine question s'adresse à tous les deux. Monsieur le maire, avez-vous vocation à développer ce type d'expérimentation sur la commune et vous, Jean, avez-vous vocation, au nom d'Engie, de développer ce type de dispositif sur l'ensemble du territoire national? Monsieur le maire? Alors oui, effectivement, nous, l'intérêt, enfin comme je disais tout à l'heure, on est une île, donc un espace circonscrit où on a besoin d'une certaine sobriété, mais aussi une intelligence dans la façon de gérer l'énergie. Et cette expérimentation, j'aimerais bien qu'à terme, en fait, elle couvre toute l'île, quoi, parce que on est au-delà du rayon d'un kilomètre les uns les autres, mais on reste tous des voisins et ça prendrait du sens que voilà, les lieux en tant qu'entité s'accaparent cette technologie pour que les uns produisent pour les autres, toujours dans ces mêmes valeurs de solidarité. Donc voilà, après, en allant plus loin, je disais les lieux territoire d'expérimentation. On a énormément de véhicules électriques sur l'île. Hein. On est la commune de France qui a le plus de véhicules électriques par habitant. On peut penser qu'à terme, les véhicules électriques puissent se comporter comme stockeurs et régulateurs des appels de puissance sur le réseau. Voilà, donc c'est le début d'une grande aventure. Jean, pour Engie, vous avez vocation à vous développer sur tout le territoire national pour ce qui est de ce dispositif? Oui, l'expérimentation que nous faisons à l'île-dieu a vocation à être répliquée, multipliée partout sur le territoire, pas seulement aux endroits où il fait le plus beau. On peut faire la production solaire dans tout, en tout point du territoire. Notre souhait, c'est effectivement de réaliser d'autres communautés énergétiques. On est confiant en cela dans la mesure où aujourd'hui les données économiques progressent, la rentabilité de ces opérations progresse. Il y a encore du travail à faire de façon à l'améliorer encore. On est aussi confiant dans la mesure où, au-delà de la solution technique dont j'ai beaucoup parlé, cela répond à des enjeux majeurs en ce moment, des enjeux qui étaient présents depuis longtemps et qui ont été dans le fond même renforcés par la crise sanitaire qu'on traverse, hein, puisqu'elle n'est pas encore terminée. Voilà, la place du local est extrêmement importante et elle sort renforcée ces derniers temps. Le rôle du lien social, quand on fait de la communauté énergétique, on crée du lien social. Hein, Monsieur le maire l'a rappelé, il y a une mixité sociale au sein de cette communauté. Ça crée un lien. À l'heure de l'hyperdigital, il y a cette aspiration à recréer du lien social, on le sait bien. Et effectivement, c'est un geste, c'est plus qu'un geste. On agit pour la planète dans une conception solidaire autour du partage. Voilà, tous ces facteurs nous font penser que demain, l'autoconsommation collective, la communauté énergétique, a toute sa place dans le dispositif et qu'elle va la trouver. Alors, beaucoup de questions affluent et nous allons les lire maintenant et vous les poser, monsieur le maire et Jean. La première nous provient de Sydney Lame. Bonjour, combien coûte un tel projet et qui le finance? La municipalité, les propriétaires ou les deux? Jean? Sur cette expérimentation, nous avons décidé, qui va durer 2 ans, nous avons décidé de prendre en charge les coûts d'installation des matériels. Donc, le financement a été apporté par Engie afin de mettre au point les derniers calages de cette offre, montrer
tous les bénéfices qu'elle peut apporter dans le but, derrière, on vient d'en parler, de la commercialiser ailleurs en France. Monsieur le maire, vous souhaitez compléter? Non, effectivement, c'est NJ qui a apporté les financements. Donc, ça permettait de faciliter effectivement cette expérimentation parce que c'est vrai que si il a fallu que ce soit les gens qui investissent dans, par exemple, les panneaux solaires, ça aurait pu être plus compliqué, les uns pouvant financer, pas forcément les autres, etc. Et puis, l'équipement, hein, on parlait de montage, et puis tout ce qui est dans l'informatique, de pilotage informatique de l'opération. Donc ça, c'est du développement NG aujourd'hui. Donc on n'avait pas la capacité à faire ce genre de développement. Donc c'est NG qui porte effectivement tout le financement de l'opération. Antoine Renom nous demande s'il s'agit bien d'une batterie par logement, Jean. Combien y a-t-il de batteries? Alors, il s'agit d'une batterie pour l'ensemble de la communauté. Donc, une batterie pour les 23 familles. Catherine Biget nous demande combien de temps a-t-il fallu pour monter ce projet, monsieur le maire? On pensait qu'on allait aller assez vite. Finalement, il a fallu 2 ans pour les questions réglementaires que j'évoquais tout à l'heure, parce que finalement, bon, il y a eu les réunions d'information, il y a eu aussi l'installation des équipements, mais ce qui a pris le plus de temps, c'est de faire évoluer la réglementation pour que le projet soit effectif, et c'est ça qui a été. Non. Oui, je me permets d'ajouter un mot. Effectivement, maintenant, la réglementation est en place. Les acteurs aussi connaissent ce qu'il faut faire, et je pense notamment au distributeur Enedis, pour qui aussi c'était une première. Donc, on a perdu du temps au départ. Aujourd'hui, on pense qu'on doit pouvoir le faire en 6 mois. Alors, on a une question d'Antoine. Est-ce que ce serait un jour possible d'utiliser les voitures électriques comme un autre moyen de stockage en complément des ballons et de la batterie? Oui, bon. Oui, nous, ce serait notre volonté de pouvoir le faire. Comme j'expliquais tout à l'heure, on a beaucoup de véhicules électriques. Il y a des systèmes qui sont aujourd'hui en cours de développement, donc on y arrivera bien sûr. Ma réponse, elle est exactement dans le même sens, et ça fait partie de l'expérimentation à suivre, que d'utiliser les véhicules électriques qui sont présents au sein de la communauté de façon à utiliser leur capacité de stockage et également de restitution. Aurélien nous demande comment est redistribuée l'énergie entre les consommateurs. Quelle est la clé de répartition, statique ou dynamique, Jean? Alors, on est dans une répartition dynamique, donc qui tient compte effectivement de la réalité des consommations des consommateurs. On va continuer à lire, hein. Beaucoup de questions qui affluent sur ce webinaire, et on vous en remercie bien sûr d'être à nos côtés pour l'annonce de ce grand lancement. Bonjour Raymond, Engie parvient-il à trouver une rentabilité sur ce projet, notamment lors de la vente d'énergie aux participants? Quelle réduction de facture constatée pour les participants? Ça, c'est une question, effectivement, le gain économique pour le consommateur final. Alors, d'abord, une première précision, ce service de production collective avec la répartition est totalement indépendant de la fourniture d'énergie. Dit autrement, les 23 familles qui font partie de ces communautés énergétiques ont le choix de leur fournisseur. Et pour tout vous dire, sur les 23, il y en a 2 qui sont chez Engie, les 21 autres sont chez d'autres fournisseurs. Donc, il n'y a pas de liaison. Bien sûr, on accueillera avec grand plaisir les 21 autres s'ils souhaitent souscrire une offre, mais il n'y a pas de lien. Pour ce qui concerne la rentabilité de l'opération, ce que l'on vise en cible, c'est se rapprocher des 10 ans de retour. On n'en est pas si loin. Et les 10 ans de retour, c'est la durée à partir de laquelle l'autoconsommation individuelle, qui aujourd'hui se développe beaucoup,
a commencé à décoller de façon significative. Alors, on a des questions notamment concernant les photos. Eh bien, bonne nouvelle, on vous mettra à disposition à la fin de ce webinaire tout le dossier presse pour que vous ayez bien sûr une idée de ce que ça peut représenter sur le terrain. Il est temps pour nous de fermer cette première conversation croisée. Nous allons poursuivre ce webinaire et je remercie le maire d'avoir accordé cet instant. Merci également à Jean de nous avoir détaillé le dispositif, je le rappelle, un projet pilote qui est expérimenté pour la première fois en France. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous, Pierre. Merci aux auditeurs. Et nous allons poursuivre ce webinaire avec la seconde conversation croisée. Même principe que la précédente. Vous pourrez bien entendu poser toutes vos questions et je les lirai comme je l'ai fait à l'instant pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. Nous allons accueillir maintenant Christophe Courtois, directeur général de Texol, et Richard Loyen, délégué général d'Enerplan, qui dans quelques instants vont nous rejoindre et nous allons partager voilà, les enjeux de la filière, le contexte actuel. Sommes-nous en retard ou en avance en France? Nous allons le savoir dans quelques instants. Ils vont apparaître ici sur la fenêtre du webinar, Christophe Courtois et Richard Loyen. Bonjour Christophe qui nous rejoint à l'instant et Richard qui est également à nos côtés. Bonjour à tous. À tous les deux. Alors, bonjour. En premier lieu, pour celles et ceux qui nous suivent, est-ce que vous pouvez présenter d'une part Christophe Texol? Oui, alors Texol, c'est un bureau d'études indépendant spécialisé en énergie solaire qui a été créé par André Joffre en 1983. Nous sommes aujourd'hui 40 collaborateurs. Nous couvrons bien évidemment toutes les régions métropolitaines, plus la Réunion. On a également une filiale aux Antilles qui couvre l'aire Caraïbe et on accompagne nos clients depuis les études de faisabilité, maîtrise d'œuvre et suivi de projets sur les chantiers. Et nous avons développé il y a déjà plus de 30 ans des solutions de monitoring pour s'assurer que les installations fonctionnaient correctement. Merci Christophe. Richard, vous êtes délégué général d'Enerplan. Est-ce que vous pouvez nous présenter également Enerplan pour celles et ceux qui Bonjour à toutes et tous. Donc Enerplan, c'est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire qui fédère plusieurs centaines de membres sur l'ensemble de la chaîne de valeur, dont Engie, et un membre égale une voix. Donc Engie a la même voix que Texol au niveau de nos élections. On est aussi né en 83 et on s'attache à promouvoir le développement du solaire en France et à défendre l'intérêt de nos membres. Et pour le segment de l'autoconsommation, ça fait déjà plus de 5 ans qu'on promeut ce modèle au travers des conférences et maintenant une université de l'autoconsommation. Ce sera la 3e édition en septembre. Alors, on va parler de chiffres pour mettre en contexte un petit peu le début de cette conversation. 2,2% de l'électricité produite en France est issue de la production photovoltaïque, contre 6,3% pour l'éolien, 7,9% pour le thermique fossile, 11,2% pour l'hydraulique, 1,8% pour les bioénergies et 70,6% pour le nucléaire. On recense environ 410 000 installations photovoltaïques en France, avec un nombre d'installations qui est en constante augmentation. Ma première question s'adresse à vous deux, Christophe et Richard. Je vous invite à nous dresser les enjeux de l'autoconsommation collective en France. Il me semble intéressant pour démarrer de dresser un état des lieux du photovoltaïque en France et en Europe. Sommes-nous en France en retard par rapport à nos voisins européens? Je te laisse répondre, Christophe. Allez, je commence et tu compléteras. Oui, si on regarde les chiffres qui viennent d'être évoqués, effectivement, on a l'impression que le photovoltaïque est omniprésent. 400 000, c'est un nombre quand même qui est relativement important. Quand on regarde ce que ça représente, le poids que représente le photovoltaïque, 2,2%, effectivement, c'est quelque chose qui est assez faible. On est parti finalement sur le photovoltaïque il y a une petite quinzaine d'années avec la publication des premiers tarifs qui ont permis d'amorcer la pompe. Et aujourd'hui, on a des installations qui sont en fonctionnement et qui assurent un certain volume de production. Si on regarde maintenant sur l'autoconsommation, eh bien, les derniers chiffres que j'ai, c'est que fin 2019, on avait à peu près 50 000 installations en autoconsommation individuelle, ce qui représentait à peu près 200 mégawatts sur les 10 000 qui sont installés en France.
Et puis, on a une trentaine d'installations en autoconsommation collective sur l'ensemble du territoire national. 30 installations. La première fois qu'on parle d'autoconsommation collective, c'est dans l'ordonnance de 2016, qui a été prise en application de la loi sur la transition énergétique. Et on se dit finalement que depuis 4-5 ans, eh bien, les choses n'ont pas beaucoup évolué. En tout cas, moi, je félicite la mairie de l'Île-Dieu et Engie pour cette initiative. Si on regarde en Europe, l'Allemagne, c'est 2 millions d'autoconsommateurs. L'Italie, c'est 750 000. Autant en Angleterre, 750 000 autoconsommateurs en Angleterre, qui n'est pas connu pour être un territoire très ensoleillé, en tout cas moins ensoleillé que le nôtre. En Belgique, on est à 380 000 et au Danemark, on est à 90 000. C'est-à-dire que le Danemark fait quasiment deux fois le nombre d'autoconsommateurs que la France. Et pour terminer, pour laisser la parole à Richard, si on regarde ce que prévoit la PPE, donc le document qui fixe un petit peu les objectifs en matière d'électricité et d'énergie en général, eh bien, on voit qu'en 2023, on s'oriente vers 200 000 opérations d'autoconsommation individuelle et 50 installations d'autoconsommation collective. Vous voyez que nous ne sommes pas encore sur des objectifs très ambitieux. Richard ? Oui, le premier point déjà, c'est pourquoi l'autoconsommation se développe, c'est la formidable baisse du coût de l'électricité solaire. En 10 ans, on a baissé de 82%, plus de 80% les coûts, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des modèles d'affaires qui se développent avec très peu d'aide, avec une aide frugale et demain avec plus d'aide du tout. Donc ça, c'est des choses quand même qui sont intéressantes à prendre en compte sur la dynamique globale. En France, finalement, j'ai entendu félicitations au maire et à toutes les équipes de la ville et d'Engie qui ont pu faire émerger cette réalisation. On a bien compris que ce qui marche pas, c'est le modèle économique. Et si on a l'ambition d'en faire que 50, malheureusement, le modèle économique aujourd'hui ne permet à peu près d'en faire que ça. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui obère le développement de ce type de système d'autoconsommation collective? On a d'une part le tarif d'usage du réseau public d'électricité, tarif d'acheminement de l'électricité. Vos électrons verts, ils sont taxés. Dans le génie français, le législateur avait prévu qu'on aurait un TURP adapté, qui devait être un micro-TURP, faible charge, parce que souvent les électrons font peu de chemin. Mais les tenants du TURP à prix unique se sont débattus et finalement la CRE a pris une option tarifaire sur l'autoconsommation collective qui renchérit l'acheminement de l'électricité solaire et pas solaire. Donc on paye moins de TURP sur le solaire, sur les électrons solaires, mais par contre on paye plus cher de TURP sur les électrons qui ne sont pas solaires. Donc au final, tout le monde fonctionne avec le même TURP et on a trahi l'esprit du législateur. Alors justement, c'était l'objet de ma question, c'est de savoir effectivement qu'il y a un cadre juridique, a priori, que la France a un petit peu anticipé. Et paradoxalement à cela, d'aucuns se sont évertués à tuer le modèle. Voilà. Parce que finalement, quand j'entends des mots comme ça permet des nouvelles solidarités, ça crée du lien social, etc., c'est une solution qui est vertueuse et j'allais dire sexy, qui pourrait intéresser de nombreux élus. Mais si on tue le modèle économique, l'intérêt de la vertu, entre guillemets, est plus difficile à se développer. Le deuxième point, c'est les taxes. Les taxes sur l'électricité. Aujourd'hui, quand on fait de l'autoconsommation individuelle, par essence, on ne va pas payer de taxes sur ces électrons solaires. Ce n'est pas le cas sur l'autoconsommation collective. Donc aujourd'hui, il y a des taxes qui s'appellent la TICFE, la TCFE, les taxes locales qui s'appliquent et qui, en fait, obèrent encore plus la rentabilité de l'autoconsommation collective, créent un biais parce que les Français sont plus égaux devant les taxes. Celui qui a une maison individuelle ne paye pas de taxes et celui qui a un logement collectif devra payer les taxes sur les électrons solaires. Et on perpétue un système de Shadok où finalement on met des taxes qu'on va compenser par des subventions, aujourd'hui prises dans les poches de la région, demain dans la haut qui va être organisée sur l'autoconsommation. Donc la simplicité aujourd'hui pour débloquer tout ça, c'est ayons un TURP adapté, un micro-TURP,
faible charge, entre guillemets, on favorise le circuit court de l'électron, et d'un autre côté, exonérons de TICFE les électrons solaires, et à ce moment-là, on n'a plus besoin d'apporter de subventions, ça va fonctionner naturellement et tout seul, et on pourra faire éclore des milliers de projets partout en France. Christophe, on parlait du prix d'accès au réseau, le TURP, on parlait également de la fiscalité. Oui, effectivement, Richard a parfaitement planté le décor quand il dit que avec un TURP adapté et avec une exonération de taxes totale ou partielle, les projets vont naître. C'est une réalité. Aujourd'hui, on voit bien que la bascule chez les porteurs de projets existe, c'est-à-dire que 90% des demandes de raccordement concernent des projets d'autoconsommation. Il y a une appétence qui est très forte de la part des consommateurs de pouvoir consommer local, alors que ce soit dans le domaine de l'alimentaire, de l'agriculture, mais aujourd'hui, on voit que ça arrive sur le domaine de l'énergie. Et moi, j'ai bon espoir finalement que au niveau français, eh bien, on arrive à quelque chose de plus juste, notamment sur prescription de l'Europe, et notamment, je fais référence à la directive de décembre 2018 qui impose aux États, effectivement, de définir un TURP qui représente les coûts réels et l'impact de ces projets d'autoconsommation collective sur le réseau. Aujourd'hui, on en est très loin, et je parle même de TURP punitif quand il s'agit du TURP spécifique qui était demandé dans l'ordonnance et dans les textes ultérieurs. Très bien, on a parlé effectivement du TURP et on va continuer à parler justement de l'organisation en tant que telle de ces communautés. On l'a vu, une production décentralisée. En France, on dénombre 30 000 régies d'eau contre 150 régies d'électricité. Est-ce que le circuit de l'électricité va suivre, selon vous, le circuit de l'eau avec une réorganisation de la distribution au local pour favoriser l'hyperlocal? Est-ce que c'est un véritable enjeu pour le déploiement de l'autoconsommation? Richard? Oui, pour la résilience des territoires, aujourd'hui, on voit qu'il y a cette appétence. Est-ce que ce sera sur un modèle de régie? J'en suis pas sûr. L'avantage avec le solaire, c'est que tous les modèles sont possibles. On peut être sur une régie 100% publique, ça peut être porté dans un cadre associatif, ça peut être impulsé, aidé par un grand groupe mondial comme Engie. Donc, on voit que tous les modèles sont possibles. Par contre, oui, la vérité, c'est que l'électricité solaire sera de moins en moins chère et que finalement, il sera pertinent au niveau des territoires de produire localement de l'électricité pour l'utiliser. Et moi, je vois une des choses qui va beaucoup se développer. J'entendais avec le maire de Villedieu, il y avait beaucoup de voitures électriques. Oui. Notre prochaine richesse, c'est le fuel solaire. Aujourd'hui, avec 1 kW de photovoltaïque, ça offre 10 000 km d'autonomie en Zoé. Ça coûte très peu cher. On ne va pas mettre une puits de pétrole et une raffinerie sur l'île-Dieu. Par contre, avoir des pergolas, des ombrières de parking qui vont pouvoir alimenter en circuit court les voitures électriques. On a résolu un problème sur le transport avec les émissions de GES et on crée de la richesse locale. Christophe? Oui, alors moi je suis pas tout à fait d'accord si qu'on fasse le parallèle entre le domaine de l'eau et le domaine de l'électricité, parce qu'effectivement quand on parle de l'eau, on parle de régie de distribution. Aujourd'hui, on a quand même la chance au niveau français d'avoir un réseau de distribution qui est de très bonne qualité. Il n'est pas question, à mon avis, de partir sur des réseaux privés qui permettraient d'alimenter différents consommateurs. Par contre, il y a cette notion de communauté qui est importante, et derrière cette notion de communauté, c'est tous les services que des acteurs, des citoyens vont pouvoir développer autour de l'énergie. Alors Richard parlait des véhicules électriques, mais je pense qu'on est à l'aune aujourd'hui d'un panel de services qui vont être basés sur cette notion d'électricité produite localement, avec comme premier outil aujourd'hui disponible celui de l'autoconsommation collective. J'allais justement y venir au réseau, l'Union européenne qui joue un rôle. Oui, dites-moi. Je voulais juste ajouter quelque chose qui pour moi est important. L'autoconsommation collective et individuelle, c'est une sorte d'électricité potagère. Et aujourd'hui, pouvoir partager son surplus, c'est quelque chose on devrait pouvoir pas forcément l'attribuer aux pertes du réseau de distribution, mais on pourrait se dire, mon surplus d'autoconsommation, ce que j'ai pas
ce que j'ai produit, ce que je ne consomme pas, je peux le donner et ça va permettre qu'il soit donné pour faire à coût zéro en termes social au niveau local. Donc là aussi, on a des nouvelles solidarités à créer. Ça, il va falloir le permettre au niveau de l'arrêté tarifaire. C'est une nouvelle notion qu'il faut introduire et ça me semble super important. C'était Richard. Alors, Richard fait une transition magnifique puisque le solaire solidaire. Il y a quelques mois, Texol, l'ADEME, Enerplan, l'USH, etc. se sont lancés dans une initiative qui s'appelle Sol Solidaire et dont l'objectif, c'est de pouvoir travailler avec des mécènes et accompagner des bailleurs sociaux pour développer des projets en autoconsommation collective sur leurs bâtiments dans le but que les locataires puissent avoir de l'énergie gratuite. Et ça, c'est important puisque jusqu'à présent, effectivement, celui qui avait le bénéfice du solaire, c'est celui qui investissait. Et on avait laissé toute une frange de la population un petit peu à l'écart. Et donc, on a pensé que avec cette initiative Sol Solidaire, on pourrait aussi rapprocher la production locale avec des gens qui sont souvent en précarité énergétique, puisqu'on dénombre à peu près 7 millions de personnes qui sont en précarité énergétique. Donc voilà, il y a un appel d'offres qui est lancé, il y a des sessions qui sont programmées sur le mois de septembre et ça va être renouvelé pour les années suivantes. Donc voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil, puisqu'on parle beaucoup de solidarité. C'est une bonne initiative à mon avis. Alors merci pour vos réponses respectives. Moi, j'avais une dernière question, mais vous l'avez anticipé. Donc, nous allons tout de suite basculer aux questions de celles et ceux qui nous suivent en direct à l'occasion de ce webinaire organisé par Engie, les 11h51. Et vous le savez, nous sommes en direct. Première question, c'est une question posée par Dominique Tripon. Quel est le bilan économique de l'autoconsommation collective? Richard. Sans subvention, les opérations ne tournent pas. Donc là, on a Engie qui a mis en place quelque chose de privé, mais si le maître d'ouvrage veut le faire, il va devoir solliciter une subvention de sa région. Et on remercie les régions qui sont les chefs de file de la transition énergétique et au cœur de la décentralisation de porter des initiatives pour soutenir ce type d'opération. Il y a l'appel d'offres prochain appel d'offres PPE sur l'autoconsommation qui va introduire 2 catégories, pour industriel, commercial et en même temps pour l'autoconsommation collective. Mais c'est quand même ubuesque qu'on en soit à distribuer des subventions pour compenser l'effet d'une taxe. Christophe, vous voulez compléter? Oui, ben effectivement, aujourd'hui, on voit que tous les projets qui sortent sont des projets qui ont eu un accompagnement financier des régions, de l'État notamment sur le dispositif territoire énergie positive. Et effectivement, si on n'a pas de subvention pour annuler, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le coût de revient du kilowattheure, il est d'ores et déjà compétitif avec le coût du kilowattheure réseau. Donc, on est obligé d'aller chercher des subventions pour annuler la fiscalité et les différents tarifs qui s'appliquent au transfert de l'électricité locale. Alors, question de Raymond. Alors, au vu du TURP spécifique à l'autoconsommation sur la part autoconsommée et autoconsommée, quel taux d'autosuffisance faut-il atteindre pour un participant pour ne pas avoir de pénalité liée à cette tarification? De l'ordre de 40%, ce qui est assez difficile à obtenir. Il faut être un gros autoconsommateur et couvrir un maximum de ses besoins. Et tous ceux qui sont en dessous paieront plus cher. Donc, finalement, ne prennent pas l'option. Voilà, et puis il faut bien penser, rappeler finalement que on peut arriver à ces taux d'autoconsommation de l'ordre de 35-40%, mais ça veut dire à côté qu'on va générer énormément d'excédents et que cet excédent aujourd'hui ne bénéficie pas d'un tarif réglementé pour pouvoir justement assurer l'équilibre économique des projets. On va poursuivre. Alors, j'ai quelques difficultés là pour lire certaines des questions. Je vais d'abord aussi vous poser vos prochaines actualités. Il me semble que vous, Richard, en septembre, vous organisez une université et vous, Christophe, vous êtes sur le déploiement d'une technologie. D'abord, Richard, pour vous? Oui, Enerplan organise avec ses partenaires, dont Engie, l'université de l'autoconsommation. Cette année, compte tenu de la Covid, ça sera 100% en ligne et 100% gratuit pour les participants, 10 et 11 septembre. Et vous, Christophe?
Oui, alors effectivement, on a créé en 2016 la spin-off de Texol qui s'appelle Sunshine et qui a mis en place des dispositifs pour assurer une traçabilité et une validation des transactions entre producteurs et consommateurs dans le cadre d'opérations d'autoconsommation collective. C'est une solution qu'on a déployée avec une blockchain. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui sont équipés de cette technologie. À noter qu'on a signé un partenariat en 2017, une convention de partenariat en 2017 avec le gestionnaire de réseau Enedis, et que nos deux systèmes en fait sont compatibles et on teste ça à grandeur réelle sur plusieurs projets. Une question qui nous parvient en direct de Laetitia Edzano. Existe-t-il des freins qui empêchent le développement massif du photovoltaïque? Richard? Oui, nombreux. La réglementation doit être sur certains points, on a besoin de grandement la simplifier. L'économie commence à être là. Aujourd'hui, je pense que la compétitivité du solaire, c'est devenu la source de production la plus compétitive pour tout nouvel équipement dans le monde de production d'électricité. Donc, on peut s'en réjouir. Mais en France, malheureusement, on a un certain nombre de freins réglementaires qui existent et d'autres qui sont mis pour éviter que ça se développe. Je pense notamment au photovoltaïque dans le bâtiment neuf. La loi du Grenelle prévoyait, c'était en 2008, que tous les nouveaux bâtiments seraient énergie positive. La réglementation énergétique 2020 aujourd'hui pénalise le photovoltaïque tel qu'elle est prévue. Christophe? Vous voyez où on en est. Oui, je partage les dires de Richard. On a encore beaucoup de combats à mener pour essayer de faire faire prendre conscience, à tous les opposants que finalement c'est pas si catastrophique de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur des ombrières, sur des bâtiments. Et c'est important pour toute l'économie du smart grid. Parce qu'on parlait de Sunshine créé il y a 3 ans, cette start-up aujourd'hui, vu le nombre de projets, elle ne peut pas vivre, tout simplement. Et alors que tous nos voisins, dont Christophe disait au début, qui sont en centaines de milliers ou en millions les autoconsommateurs, c'est là où on voit les innovations technologiques, du code, des logiciels, etc., qui créent de la valeur. Donc aujourd'hui, refuser l'autoconsommation, c'est faire perdre de la valeur à l'économie française. Alors des plans de relance, je pense qu'il faut s'alerter. On va parler d'implication avec la prochaine question qui nous parvient de Mickaël Egoburu. Quels sont les moyens pour impliquer les citoyens dans des projets de production photovoltaïque? Est-il intéressant d'impliquer les citoyens? Je suppose que je connais d'ores et déjà votre réponse, Christophe. Les citoyens, oui, forcément. Aujourd'hui, on voit qu'on est sur des nouveaux schémas. Je parlais tout à l'heure Allez, pour le chercher mot, on a le financement participatif pour les centrales, oui. Celles qui sont dans sa région aujourd'hui, on peut investir dedans. On peut adhérer à des associations citoyennes qui montent des opérations pour faire une centrale photovoltaïque sur le toit de l'école et on partageront. Voilà. Et puis après, on peut participer à des opérations d'autoconsommation collective. Donc, il y a plein de moyens aujourd'hui de pouvoir contribuer en tant que citoyen au développement du solaire de façon collective et communautaire. Voilà, et le mot que je cherchais, c'était bien communauté d'énergie renouvelable ou communauté citoyenne, qui sont aussi des outils pour augmenter la participation des particuliers sur des nouveaux projets. Je prendrai par exemple un projet que l'on est en train de mener sur Perpignan, qui concerne 3 zones d'activité pour faire de l'autoconsommation collective. Dans le financement, effectivement, il y a une grande partie qui est réservée aux citoyens, alors entreprises dans un premier temps, mais citoyens de la périphérie pour pouvoir participer à un projet d'envergure. Une question de Aurélien. Est-ce que ce surplus, le surplus d'énergie produite, risque-t-il de déstabiliser le réseau, Richard? Non, en fait, il n'y a pas vraiment le surplus. Quand on parle de surplus, c'est au niveau de la facturation. Après, le réseau, il est adapté. On a un raccordement qui est dimensionné, y compris pour s'il n'y avait pas d'autoconsommation qu'on puisse injecter, s'il n'y a pas d'énergie manager system qui l'empêche. Donc non, aujourd'hui, le réseau public, il est parfaitement capable d'intégrer l'énergie renouvelable, celle qu'on aura en surplus, et ça sera le voisin qui la consommera ou le voisin du voisin dans le plus sûr des cas.
On nous demande les démarches. Quelles sont les démarches pour qu'une commune quelles sont les démarches qui doivent être faites par une commune pour remettre en place une communauté telle que celle que nous venons de présenter? Christophe? Le premier point, effectivement, c'est de bien définir le périmètre, c'est-à-dire qui va participer à l'opération, quels sont les consommateurs, quels sont les bâtiments ou les espaces qui vont permettre d'accueillir ensuite le générateur photovoltaïque. Une fois que tout ça est mis en place, eh bien, il faut rentrer dans le dimensionnement, dans la conception du projet technico-économique et juridique, parce qu'on n'en a pas parlé pendant cette heure, mais l'autoconsommation collective, on a aussi un frein avec la création de cette fameuse personne morale organisatrice. Alors, c'est très bien pour le gestionnaire de réseau puisqu'il a un interlocuteur, mais cette PMO, cette personne morale organisatrice, eh bien, c'est une démarche supplémentaire et c'est elle qui va ensuite signer la convention d'autoconsommation collective avec le gestionnaire. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses, même administratives, à traiter. Richard, au-delà de l'administratif, il faut aussi se rapprocher de son gestionnaire de réseau de distribution et qui va accompagner la collectivité par rapport au dimensionnement, etc., et y compris par rapport au support juridique pour passer les épreuves. Donc, à tous les motivés aujourd'hui, vous pouvez développer des projets d'autoconsommation collective. C'est une bonne chose pour la planète et les solidarités. C'était d'ailleurs l'objet de la question de Daniel Pouzada concernant la PMO, les difficultés pour la contractualisation de l'autoconsommation collective, les espoirs de simplification du point de vue légal. On vient de répondre en partie à cette réponse. Notons que pour les bailleurs, il n'y a pas besoin de PMO. Un bailleur est par définition une PMO. Un sourire de Christophe, il ne dit pas encore. Sur la simplification réglementaire, les projets qui sont portés par des municipalités seront aussi exemptés de PMO parce que la PMO ne va pas disparaître. Moi, je comprends que le gestionnaire de réseau de distribution ait besoin d'avoir un interlocuteur et pas tous les multiconsommateurs ou consommateurs, qu'il ait une personne, une entité juridique en face de lui et qui va durer 30 ans ou plus, parce qu'on a des infrastructures qui vont durer dans le temps, qui sont pérennes. Les bailleurs disparaissent pas, les collectivités locales disparaissent pas non plus. Donc voilà, peut-être qu'on aura des régimes différenciés selon qui porte le projet. Il y a de la simplification encore à venir. Je vous remercie, Christophe. Je vous remercie, Richard. Merci d'avoir partagé votre expertise concernant les enjeux de la filière. C'est ainsi que nous allons clôturer ce webinaire organisé par Engie pour vous présenter ce projet d'autoconsommation collective. Nous vous remercions d'avoir assisté, nombreuses et nombreux, à ce grand direct qui était l'objet de vous présenter ce dispositif innovant qui est une première en France. On vous souhaite une excellente journée. Il est 12h02. Et on vous retrouve bien sûr dans les prochaines semaines pour vous présenter de nouvelles innovations et de nouvelles expérimentations. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.